les VFX au service du renouveau de la fiction française, pour paraphraser une série désormais bien connue. Et donc vont me rejoindre, ils sont déjà là, Olivier Rollens de France Télévisions et Jean-François Slapska de Solidanime. Voilà, donc on va faire juste un petit branchement de l'ordinateur de Jean-François, voilà, qui va nous montrer quelques images, parce qu'il y a une expérience justement intéressante que Jean-François et Olivier vont nous montrer, et dont ils vont parler lors de cette table ronde. Alors on a souhaité justement faire cette rencontre, cette table ronde autour des réflexions, comme je disais tout à l'heure en préambule, autour de la fiction télé et les effets visuels, parce qu'on a constaté d'une part qu'il y a un véritable renouveau et un vent de fraîcheur dans le domaine de la fiction française et de la série télé. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Dans les moins bonnes nouvelles, je dirais plus sectorielles, c'est que jusqu'à présent, l'audiovisuel français, de manière assez large, était plutôt cher à produire, s'exportait pas très bien. Et donc, aujourd'hui, dans un univers extrêmement concurrentiel, où si on veut pouvoir, si les entreprises audiovisuelles veulent développer leur chiffre d'affaires, il faut qu'elles puissent exporter et vendre notamment leurs séries et leurs fictions à l'international. Ça implique d'être au niveau de ce qui se passe en Europe, également aux États-Unis, mais surtout en Europe. Et donc, à partir de là, il n'y a pas 36 solutions. À partir du moment où on n'a pas forcément, à quelques exceptions près, des budgets plus élevés, voilà, il y a quelques contre-exemples, évidemment, avec Canal+, qui produit parfois des séries très ambitieuses, avec des budgets élevés. Mais voilà, pour l'instant, les budgets, globalement, n'évoluent assez peu. Donc, il faut trouver des astuces, des idées pour produire mieux et pouvoir avoir des œuvres de meilleure qualité. Et c'est pour ça que j'ai invité, tout d'abord, je vais faire ça dans l'ordre, on va dire, donc Olivier Rollens. Olivier Rollens s'occupe de la division, on va dire, l'unité production de France Télévisions. C'est-à-dire qu'il y a une unité de production à l'intérieur même du groupe France Télévisions, et soit produit soit en tant que producteur exécutif, soit parfois en production déléguée, des productions pour le diffuseur France Télévisions. Jean-François Slapska de Solidanime. Je dirais que Solidanime, on ne présente plus vraiment maintenant, en tout cas dans le secteur, dans l'univers des effets visuels, parce qu'ils sont évidemment connus pour leur solution Solid Tract et le fait que vous travaillez maintenant avec notre ami James Cameron, n'est-ce pas, sur les prochains avatars. Mais pas seulement, parce que justement vos solutions Prevision 7 servent également et doivent servir pour des productions moins ambitieuses, notamment en termes de budget. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et enfin, Olivier Emery, qui connaît bien justement ces problématiques, parce qu'Olivier travaille depuis de longues années avec des producteurs de fiction télé. Et donc, il a dû évidemment proposer des solutions à ses producteurs, à ses réalisateurs, afin de répondre à leurs exigences. Voilà. Donc, je vais d'abord donner la parole à Olivier et Jean-François. Alors, Olivier, j'aimerais d'abord que parce que c'était intéressant justement, c'est d'avoir cette réflexion, cette discussion entre prestataires, producteurs et diffuseurs. Alors je sais que c'est plus la partie production au sein de France Télévisions, mais néanmoins, on produit pour un diffuseur. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, France Télévisions s'intéresse à la manière dont on fabrique les films et comment on peut fabriquer mieux, produire mieux, économiser de l'argent. Voilà, donc je voudrais que tu nous parles un petit peu de ça et également de ton rôle au sein du groupe France Télévisions. Bonjour à tous. Voilà, donc je travaille pour la direction des opérations de France Télévisions, qui regroupe les moyens en fait de fabrication interne à France Télé, qui travaille pour l'ensemble des chaînes. Donc moi, ce qui m'amène particulièrement ici, c'est la fiction en fait, parce que je travaille plus particulièrement dans le secteur de la fiction. Alors de la fiction pour France 2, pour France 3. On a des moyens qui sont mis en œuvre sur l'équivalent de 32 fictions par an pour France 2, France 3, plus Plus belle la vie pour France 3, et ce sur 4 sites principaux, en fait, Lille, Lyon, Marseille et Bordeaux. Donc les fictions, c'est aussi bien, quand on parle des 32 fictions, des unitaires, que des séries. On peut citer Alex Hugo, Mongeville ou Magellan, ou effectivement des unitaires pour les 2 chaînes. Donc voilà, l'équivalent de 32. Ce qui veut dire qu'on est constamment en tournage dans nos 4 sites de prod, que nous avons des moyens plutôt traditionnels de tournage en équipe lourde, et qu'on met en œuvre aussi donc la déco,
la régie et la post-prod. Donc notre objectif en fait, c'est d'accompagner les producteurs délégués à partir du moment où leur film est sélectionné en fait, par les chaînes et de mettre en œuvre les moyens techniques pour eux et avec eux en l'occurrence. Donc notre particularité, c'est d'être fabricant, mais d'être aussi à l'intérieur de chaînes en fait, de diffuseurs. Et il y a une très forte envie du côté de France Télévisions pour qu'on fasse évoluer nos outils, pour qu'on se fasse entourer des prestataires ou des technos qui nous permettent de proposer d'aller plus loin à nos partenaires. Donc aller plus loin au niveau de l'écriture, aller plus loin au niveau de l'image, aller plus loin au niveau du son. Tout est à étudier. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été amené en fin d'année dernière à travailler avec Jean-François sur des technologies qu'il fallait aussi qu'on apprenne à connaître. Donc en l'occurrence, c'est la Prévise On-Set. Et là, on a associé nos moyens lyonnais de tournage et de post-prod, Jean-François, et notre atelier vidéographique de Nancy, qui lui travaille historiquement en fait dans l'habillage et dans des effets spéciaux, mais plus traditionnels en fait hors tournage pour nos fictions. Donc plus particulièrement pour ce test, je vais laisser Jean-François nous en parler un petit peu. Juste une chose, c'est vous qui avez fait la démarche justement de contacter Solidanime, de se dire que ce serait intéressant qu'on essaye de développer une relation de travail avec Solidanime, notamment sur Prévision 7. Tout à fait, effectivement. Donc, on s'est rapproché de Solidanime, comme d'autres prestataires sur d'autres domaines, en fait, pour creuser au maximum, avancer. Ce qu'on veut aussi, en fait, on a des équipes internes de permanents répartis dans les 4 régions. Donc, l'idée, c'est que toute notre structure, en fait, avance en même temps, que tout le monde s'approprie, en fait, ces technos. Donc, le test, en l'occurrence, sert aussi de formation pour nous. Il a servi, alors, malheureusement, on ne pourra pas vous montrer le produit fini parce qu'il est encore sur les bancs à Nancy, en l'occurrence. Mais on pourra vous montrer un petit making-of. Bon, on m'a tourné la DV, mais c'est déjà ça. Et voilà, ça a mis tout le monde dans le même bain, en fait, et dans l'utilisation d'une technologie, en l'occurrence, qu'on n'avait jamais utilisée sur les tournages de fiction avec nos moyens internes. Donc oui, effectivement, on allait voir Jean-François pour organiser tout ça. Très bien, donc on va parler de tout ça. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais rappeler un petit peu ce qu'est la solution SolidTrack et pourquoi elle a été conçue quand même à l'origine. À l'origine, donc, c'est pour faire de la prévisualisation on-set, donc avec les contraintes d'un tournage et de déranger le moins possible un tournage traditionnel, aussi bien en termes de délai de tournage que même on va dire de moyens à développer sur le set pour être le plus transparent possible et finalement rester dans des délais de production classiques. Donc je pense qu'on l'a plutôt bien fait lors de l'expérimentation de novembre dernier. Donc il y a eu un tournage de 2 jours et on a tenu les délais sur les 2 jours. On a travaillé en parallèle des équipes de tournage et je pense que ça les a pas trop perturbés, quoi. C'était quand même l'enjeu principal. Et puis, il y a eu un deuxième enjeu là, qui nous a été demandé sur cette expérimentation-là, c'était nos données de tracking, finalement, puisque SolidTrack, c'est d'abord un outil de tracking caméra. Donc, à la base, conçu pour faire de la prévise. Donc, on fait un compromis sur la qualité par rapport à la flexibilité de l'outil et la rapidité de mise en œuvre. Donc là, l'enjeu, c'était de savoir dans quelle mesure ces données de tracking sont récupérables en post-production. Et donc, on a travaillé donc avec les équipes de France Télévisions Nancy. On a fait une passe, on va dire, de léger nettoyage de nos données qu'on avait on-set et on les a livrées donc à la post-prod à Nancy. Et au final, par rapport, donc il y avait quand même 120 plans, 122 plans sur le court-métrage. Il y avait 80 plans à traquer. Et sur les 80 plans à traquer, il y en a à peu près la moitié qui ont pu être, où on a pu utiliser les données de SolidTrack quasi directement. Sur l'autre moitié, il a fallu effectivement retravailler les données de tracking pour être plus précis sur les plans. Donc ça nous a déjà donné un benchmark qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent, puisqu'on était concentré sur juste notre Prévision 7, et on avait encore assez peu travaillé avec les équipes de post-prod derrière. Mais ça laisse présager effectivement une transformation un petit peu des méthodologies et puis une accélération. On pourra, je pense, s'autoriser d'être plus ambitieux en tournage, sachant que maintenant le tracking caméra pourra
revenir moins cher que du tracking traditionnel, quoi. Sachant que pour le test grandeur nature, il y avait un petit défi quand même, parce que c'était un tournage, il fallait produire 5 minutes à peu près, 6 minutes, donc sur 2 jours de tournage, 3 décors différents, des décors réels, des décors virtuels, de mixer de combiner différentes technologies. Justement, comment vous avez relevé ce défi? Parce qu'il y avait, voilà, c'était un peu l'objectif. Comment on peut mobiliser l'ensemble des équipes? Comment on peut travailler rapidement dans une économie resserrée et employer différentes technologies? Ça a été d'abord avec des réunions de discussion, hein, parce que par rapport au scénario qui a été écrit donc, par les réalisateurs et ses équipes, c'était dans le scénario, dans la narration, incorporer des plans qui n'auraient pas été faits habituellement dans les fictions France TV, parce que trop coûteux ou trop de logistique. Donc c'était déjà au départ de montrer ça, de montrer qu'on pouvait, là il y a un plan, c'est une cabine téléphérique à la montagne, après, il y a une autre séquence, c'est dans un appartement. Donc là, c'est plus classique, tourné en studio, avec juste quelques découvertes. Et un dernier plan qui est censé se passer, une dernière séquence qui est censée se passer à Los Angeles, sur un ponton, avec un beau ciel et du soleil derrière. Et tout ça, effectivement, tourné sur le même site, sur 2 jours de tournage. Donc finalement, resserré avec les mêmes équipes de tournage, les mêmes moyens développés, de simuler, on va dire, un tournage qui, de manière classique, aurait dû se faire sur 3 sites différents, dans des endroits bien différents. Donc c'était un moyen aussi de faire la démonstration de l'intérêt de la production virtuelle, de se dire on peut faire des choses sur fond vert, on peut amener des moyens, resserrer les temps de tournage et faire en sorte d'avoir des choses un petit peu plus ambitieuses à l'image. Dans les mêmes budgets qu'avant, finalement, quoi, puisqu'on resserre les délais de tournage. Et voilà. On renverse finalement un petit peu les choses avant de montrer quelques extraits. C'est qu'en fait, les outils de la création numérique sont au cœur du processus de production, finalement. C'est autour de ça que s'organise la production. C'est ça, on assume complètement le fait qu'on va faire des éléments graphiques en synthèse, alors ou en 3D ou en 2D. Alors on va montrer quelques images, si on peut switcher, s'il vous plaît, sur le grand écran. Alors, quelques secondes. C'est peut-être la pause cigarette. Y a-t-il quelqu'un dans la cabine? Peut-être juste dire il se passera rien, on va faire une pause. Voilà. Ah, voilà. Donc le court-métrage s'appelle En apparence, donc qui a été tourné. Donc là, c'est effectivement, comme disait Olivier, hein, c'est vraiment des images de caméras DV qui ont été prises rapidement sur le set. On montre donc un peu notre caméra SolidTrack, qui est un tout petit objet qui fait 120 grammes et qui se pose sur le rig caméra principale. Une calibration de l'optique qui est faite en amont, c'est un zoom 30-300. Donc là, les données d'apprentissage du tracking SolidTrack qui se font sur le décor, les images circulent vite. Hein. Je vais peut-être des éléments de décor virtuel qui avaient été préparés par les équipes de France Télé Nancy, des vrais morceaux de décor, puisque on est quand même plutôt pour du mixte et pas du full synthèse. Et les vues prévises, donc qu'on fait en temps réel, nous, puisque c'est un peu l'objet de la technologie SolidTrack. Donc un exemple de plan. Celui-là nous a donné du fil à retordre, puisque c'était une longue focale en intérieur cabine. Et voilà le résultat de la prévise on-set, donc résultat qu'on peut afficher en temps réel au moment du tournage. Et le plan donc, qui est en cours de finalisation à Nancy, qui finalement en plus est un insert dans un combiné de téléphone. Donc là, il y a un deuxième exemple pour montrer aussi que SolidTrack, ça nous autorise, quand on le peut, à ne pas mettre de marqueur artificiel. Là, on avait suffisamment de matière pour notre caméra témoin pour pouvoir capter des éléments de tracking dans le décor naturel et du coup laisser le fond vert immaculé et éviter d'effacer tout ça en post-prod. Ça économise quand même du temps aussi en post-prod. Et donc là, c'est une idée de plan final. Voilà, donc il y a 2 petits plans parce que tout est encore en cours de fabrication. Donc ces images sont destinées finalement à la fois pour les équipes internes de France Télévisions, mais est-ce qu'elles ont vocation éventuellement à circuler et être promues d'une certaine manière auprès, plus largement, auprès des producteurs et des réalisateurs?
Là, je dirais effectivement, dans un premier temps, on s'est dit ce tournage, parce que c'est vrai qu'on a écrit un scénario, on a pris des comédiens qui ont bien voulu jouer le jeu, effectivement, de s'enfermer dans cette cabine pendant 2 jours. Ça servait aussi de crash test, en fait. Donc, dans un premier temps, effectivement, est-ce qu'on allait arriver au bout? Est-ce que le résultat serait satisfaisant? Est-ce que on laissait toutes les portes ouvertes. En l'occurrence, il n'a pas vocation à être diffusé à l'antenne, mais il a vocation effectivement à tourner, à être vu, à ce qu'on puisse communiquer dessus sur la façon dont on l'a fait, tout simplement parce que nous on se retrouve au cœur d'un dispositif qui met en place en fait effectivement un diffuseur avec des producteurs, avec des moyens qui s'associent à nous ou pas, mais l'intérêt effectivement c'est qu'on puisse apporter le maximum pour nos projets, qu'on tienne les budgets qui eux de toute façon ne vont pas augmenter et qu'on tienne les temps de fabrication, que ce soit au tournage ou en post-production. Donc effectivement le moment toujours dommage où on a le scénario et puis on se dit on est obligé de couper telle ou telle séquence, et essayer d'entendre ou de vivre ce genre de moment le moins souvent possible, et voire même après réussir à inverser la vapeur et réussir à donner des pistes pour écrire des séquences effectivement qu'on n'écrirait pas pour nos téléfilms ou notre feuilleton par exemple aujourd'hui. Voilà, donc ce test fait partie effectivement d'autres qu'on va lancer pour avoir plein de petites briques comme ça à notre disposition avec des partenaires, avec des outils, et qu'on puisse après proposer les bonnes choses en ayant vérifié avant effectivement qu'on sache les mettre en œuvre ou qu'on ait les bonnes personnes en fait pour les mettre en œuvre et les proposer pour l'ensemble de nos partenaires et pour nos chaînes. Merci, je vais maintenant passer la parole à Olivier Emery. Donc Olivier, tu collabores depuis, comme je le disais tout à l'heure, depuis de nombreuses années sur des productions télé. Est-ce que cette évolution, justement, la manière de fabriquer des œuvres, de les concevoir, est-ce que tu sens que dans les mentalités, ça évolue aussi bien au niveau des producteurs, des réalisateurs, mais également du côté des diffuseurs? Quel est ton sentiment sur ce point? Côté diffuseur, je ne suis pas forcément très optimiste, honnêtement. Non, je trouve ça très intéressant que vous ayez fait avec Solid Anime cette expérience, cette expérimentation. Moi, je serais absolument ravi qu'on puisse travailler avec Solid Anime sur de la fiction télé. On y a pensé, par exemple pour la Tour Eiffel. Je crois même que Hubert, chez nous, avait interrogé des gars chez toi pour avoir un devis pour pouvoir envisager d'avoir l'équipement à Brie-sur-Marne là, pendant la semaine de tournage. Et qu'en fait, le frein majeur, ça a été le budget, en fait. Et c'est toujours ce problème d'adéquation. Et finalement, le choix qu'on a fait avec la prod, ça a été de dire c'est pas là-dessus qu'on va le faire, on préfère garder l'argent pour après. Voilà, ça a été notre choix. Globalement, par rapport à l'évolution en fait, qu'on ressent par rapport à nos clients, qui sont les producteurs, les diffuseurs, on les voit peu, on les voit dans les projections de films une fois que tout est fait, ou dans les festivals quand il y a un film sélectionné. On n'a aucun rapport avec les diffuseurs avant, a priori. Et donc, c'est avec les producteurs, surtout, et avec les réalisateurs et toutes les équipes techniques. Moi, je sens qu'il y a des changements induits, surtout parce qu'il y a des nouveaux producteurs plus jeunes, des nouveaux réalisateurs plus jeunes qui ont envie de changer un peu la façon de faire. On a toutes sortes d'expériences ces dernières années. Il y a une vraie différence dans le travail, par exemple avec Abel Ferry l'année dernière, qui était là pour Piège Blanc, et puis le travail qu'on a fait avec Léa là, sur Mystère à la Tour Eiffel, c'est totalement différent. Il y a des couples producteurs et réalisateurs qui sont encore à l'ancienne, et il y a encore une forte présence de ces gens-là à la télévision, et y compris chez les diffuseurs. Et puis, il faut que ça se renouvelle, mais il faut que ça se renouvelle plus vite. L'expérience de Piège Blanc, qui a fait quand même une belle audience à sur France 2 l'année dernière, il y a eu 4,2 millions, c'est pas mal pour un téléfilm comme ça, tout à fait hors grille, en fait. Il correspond à absolument aucun film, aucune série qui ait été diffusée par France 2 ou par France Télévisions avant. Et ce créneau-là, ça a été, à mon sens, pas très bien exploité. La promo a été pas bien faite, alors qu'en fait, c'était un moyen de renouveler l'audience, et en particulier vis-à-vis des jeunes. Et c'est l'enjeu pour les chaînes, elle est là. On leur a livré, et la prod leur a livré, à mon sens, un film très intéressant pour renouveler rajeunir l'audience. Et voilà, c'était il y a un an.
Je sais que ça discute de faire une suite, pas une suite, mais disons un nouveau film avec Abel Ferry, mais c'est toujours pas fait, c'est toujours pas lancé, et c'est dommage. Là, c'est peut-être plus un frein éditorial qu'un frein de fabrication. Mais quand j'entendais là, une prise de conscience de la part des diffuseurs, et on donnera également la parole à Olivier sur ce point, c'était plus de dire, voilà, il y a aujourd'hui une nécessité de la part des producteurs de repenser la manière dont ils produisent leur fiction. Et donc, nous, en tant que diffuseurs et donneurs d'ordre, on peut impulser ça parce que on en a besoin pour avoir de meilleures fictions, d'avoir une meilleure production value. Est-ce que justement cette impulsion, ce message vient aujourd'hui des diffuseurs ? En fait, ça aurait été intéressant d'interroger Georges Campana. Je pense que Damien, il a aussi un avis sur la question. Et Georges, le producteur donc, de Soldat Blanc et le coproducteur avec Damien de la série que Damien a présentée, voilà, je l'ai encore eu hier soir au téléphone, et voilà, il a beaucoup de difficultés. Pourtant, il se lance dans des projets forts. Le film de Zonka, c'était assez unique à la télévision. Là, ce qu'ils font ensemble pour Canal, enfin pour Studio Plus, c'est pareil, c'est complètement différent. Et finalement, il y a très peu d'espace où on peut expérimenter des choses différentes. Il faut vraiment que les diffuseurs changent la donne à ce niveau-là. Alors, je pense que c'est en train de se faire, mais c'est super lent. C'est super lent, ça se fait lentement, et c'est aussi, je pense que ça va se faire par le renouvellement des gens. Fondamentalement, quand on a travaillé 25 ans avec une certaine méthode, on a du mal à changer, surtout dans des grosses institutions comme des mastodontes comme France Télévisions ou comme TF1, hein, c'est pareil. Là, il y a un truc pas mal, c'est M6 qui avait arrêté la fiction, il relance une série. Là, on va faire, on commence à travailler, on est en prépa, le tournage est dans mi-février, c'est la série Glacée qui sera réalisée par Laurent Herbier, et c'est d'après le bouquin, le polar de Bernard Minier, en fait, qui avait eu un certain succès il y a quelques années. Donc M6 revient dans la fiction avec une petite ambition, c'est Gaumont TV qui produit. Bon, ben ça c'est une bonne chose, parce qu'ils avaient carrément lâché le genre. Mais on n'a pas, moi je ne sens pas vraiment, il y a eu plein de projets, par exemple, de genre ou des projets un peu fantastiques, et il y en a peu qui sortent. Et c'est dommage, parce qu'on voit au cinéma, on est envahi de ce type de projet, ça marche, et à la télé, il n'y en a pas. On reste dans la comédie ou dans le film d'époque, ou dans le polar. TF1, c'est que du polar. Depuis quelques années, on truc section de recherche pour TF1. Donc, bon, c'est affligeant, quoi. Et j'aime beaucoup les gens de la série, hein, j'ai rien à dire, mais honnêtement, voilà, c'est pas... Peut-être que la concurrence entre les chaînes est un moyen de faire avancer les choses. Olivier, justement, est-ce que tu veux réagir à ce qui vient d'être dit par l'autre Olivier ? Oui, non, du coup, réagir déjà en disant qu'effectivement, ça ne sera pas mal de m'exprimer sur la ligne éditoriale des chaînes du groupe France Télévisions, bien sûr. Mais pour le vivre de l'intérieur, moi je pense que les choses avancent, alors peut-être pas suffisamment vite, hein, mais rien que le fait déjà qu'on nous demande effectivement d'explorer nous-mêmes pour les moyens internes et donc les projets sur lesquels on travaille, des nouvelles pistes ou fournir effectivement des résultats un peu différents de ce qu'on a aujourd'hui, montre qu'on aurait tendance effectivement à aller vers une évolution. Enfin, je disais aussi parce qu'il y a des choses qu'on découvre aussi dans la presse, que même il y aurait des nouveaux créneaux sur France 2 de diffusion pour la fiction qui marchent très bien et assez rapidement sur de la seconde partie de soirée et compagnie. Donc voilà, non, je pense que sur France Télévisions, les choses se mettent en place, mais peut-être pas suffisamment rapidement. Il y a une chose très importante et qui est très positive, c'est que depuis un an et demi, la fiction française remarche à la télé. Ça, c'est très favorable. Et on sent bien que les diffuseurs, M6 revient, TF1 continue à dépenser beaucoup, France Télé aussi, et donc ça c'est favorable. Ce qu'il faut, il y a quand même aussi un phénomène qui est le regroupement, la concentration des producteurs, et cette volonté même de faire disparaître tous les indépendants. On comprend bien, parce qu'il y a une volonté d'industrialiser tout ça et de financer ça différemment. C'est le problème... beaucoup de producteurs indépendants, qui sont des petits producteurs, finalement, ils financent leurs films avec essentiellement l'apport chaîne. Donc, ils ont le budget de la chaîne, ils mettent leur crédit d'impôt, ils mettent leurs frais généraux,
et LED CNC, et voilà. Et ça fait le budget d'un film. Et on sait bien que c'est pas suffisant pour faire des choses qui sont spectaculaires, qui peuvent marcher à l'international. Il y a le débat aussi qui peut changer les choses en mobilisant les diffuseurs, c'est le fait que les diffuseurs puissent être intéressés un peu en négatif, si je puis dire, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir des revenus sur le succès éventuellement à l'international. Et sur le fond, les producteurs indépendants disent c'est pas bien, mais à mon sens, c'est un peu logique. Celui qui paye devrait être celui qui détient un peu, en tout cas, une partie des droits. Et donc ça, c'est quelque chose de favorable, mais c'est pareil, ça va être très très lent pour changer la donne. Parce qu'un film, c'est une idée d'un producteur, un synopsis. Un an après, éventuellement, il y a un scénario qui est fait. Et un an après, le film, il est fait. Il faut 2 ans ou 3 ans entre le moment où on a l'idée et le moment où c'est à l'antenne. C'est extrêmement long. Et donc, le changement, il prend ce temps-là, quoi. Alors, je voudrais justement revenir à Jean-François, parce que effectivement, là, on a pu voir quand même tout à l'heure 5 études de cas où il y avait une utilisation importante d'effets visuels. Donc ça, en soi, c'est déjà un phénomène nouveau quand même, en tout cas, qui s'est accentué depuis quelques années et dont on essaye de rendre compte au sein du Paris Image Digital Summit. On parlait d'abord de problèmes de coûts dans les choix de décision. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, parce que c'est aussi une solution qui permet d'économiser de l'argent par ailleurs. Donc, le tout étant de savoir comment on organise des choses. Donc, prenons un exemple, mystère à la Tour Eiffel éventuellement. Comment il aurait fallu peut-être organiser les choses pour peut-être intégrer cette solution-là, ou est-ce que cette solution-là est réservée à certains types de production? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Disons que nous, les arguments qu'on présente à chaque fois qu'on présente SolidTrack, c'est de dire, oui, c'est un coût, c'est une enveloppe, donc on est en train de travailler déjà premièrement à notre enveloppe française, parce qu'effectivement, on a surtout fait des productions à l'international jusqu'à maintenant, et on se rend compte, voilà, le marché français est plus spécifique, tant en termes de coûts que même de demandes techniques, notamment par rapport au tracking à livrer. Donc les deux arguments qu'on présente, on ne se rend pas forcément compte, mais ça fait quand même gagner du temps au tournage, à la prise de décision sur les prises. À partir du moment où on voit quelque chose à l'image, le cadre s'ajuste naturellement, et comme nous on le fait en temps réel, le cadreur il a le retour dans son œilleton et il peut ajuster son cadre. On est libre du mouvement puisque c'est une solution de tracking, donc il peut bouger sa caméra où il veut. Donc ça, a priori, ça fait quand même économiser un petit peu de temps. Au lieu de faire 7-8 prises parce qu'on est sur un fond vert et on voit rien, on se dit tiens, il y en aura peut-être une dans le tas qui marchera en post-prod. Là, on a un résultat et on peut prendre des décisions sans palabrer en fait, puisqu'on voit les choses. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, effectivement, et là qu'on va vraiment développer davantage maintenant ici par rapport à la demande qui nous est faite, c'est nos données de tracking. C'est-à-dire que ce qu'on collecte au moment du tournage en termes de calibrage optique, position de caméra, on est sur une technologie optique donc complètement compatible avec les outils de post-prod, puisque le match moving, finalement aujourd'hui, si on ne fait pas du SolidTrack, on fait du match move derrière, c'est basé sur les mêmes algorithmes, sauf que nous on le fait en temps réel, avec une qualité moindre, puisqu'on est obligé de faire le compromis, comme je le disais, on doit être flexible, donc on doit faire ça vite, donc qui dit faire les choses vite et flexible, forcément, on ne peut pas le faire parfaitement. Donc là, ce qui était intéressant sur l'expérimentation avec France Télévisions, c'était de voir quel était le delta qui restait à combler entre nos données de tracking de prévise et un tracking post-prod parfait, bien fait sur les plans. Et on remarque aujourd'hui que déjà, on est homogène en termes de qualité de données. On n'est pas parfait, ça on l'assume. De toute façon, ce n'était pas le but au départ. Au départ, c'était de la prévise. Mais on va dire que sans mentir, on est quand même à peu près à 90% d'un tracking final. Mais bon, il reste 10% à faire. Parce qu'évidemment, à l'image, il faut que ça soit du 100%, il ne faut pas que ce soit du 90%. Donc voilà, il nous reste ce gap, ce petit pas à franchir. Donc on travaille activement, effectivement, à l'amélioration de notre techno pour un jour produire... plus on va être proche d'un tracking final, moins il nous en restera à faire en post-prod. Et puis on pourra s'autoriser des choses ambitieuses au niveau des types de cadrage et au niveau des types de plans. Alors juste pour conclure, on va parler d'un point qu'on a légèrement évoqué, mais justement on fera on a parlé des producteurs, des diffuseurs, des prestataires, mais on n'a pas parlé des réalisateurs, parce que justement ces outils-là, j'imagine qu'une fois que les réalisateurs ont goûté à ce type de solution, ça les intéresse, qu'eux aussi peuvent jouer un rôle moteur important
auprès notamment du producteur. Je sais justement que, Olivier, tu as travaillé avec Eric Zonka, qui était peu familier sur les effets visuels. Je crois que d'ailleurs c'était même une de ses premières expériences. Justement, ce retour d'expérience des réalisateurs qui peuvent ensuite impulser. Est-ce que tu peux juste nous en dire un petit peu plus ? En fait, il y a tout type de réalisateurs. Zonka ou Fazer, Léa, sur le mystère à la Tour Eiffel, les effets visuels, finalement, c'était pas très important pour eux. Ils sont complètement axés sur le jeu d'acteur, là. Donc, en fait, c'est ça qui les intéresse. Ils ont été formatés comme ça il y a très longtemps, et voilà. Abel, c'est le contraire. Abel, c'est que l'image, finalement. Et d'ailleurs, on peut lui reprocher de ne pas trop s'intéresser au jeu d'acteur, ce qui fait que pour lui, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est important, c'est le dynamisme de l'image. Il raconte son histoire, et puis même si les comédiens ne sont pas formidables, ce n'est pas grave. Donc en fait, nous, c'est vrai que ça matche mieux avec des gens d'image que des gens qui s'occupent des acteurs. Le fait de, pardon, excuse-moi de te couper, mais justement dans l'idée de gagner du temps, de permettre de rendre possible certaines séquences, même si on est un réalisateur peu familier des effets visuels, on se dit ah tiens, ça vaut peut-être le coup. Mais sur Mystère à la Tour Eiffel, par rapport à le fait qu'on ait étudié, qu'on ait décidé finalement de dire non, on ne va pas mettre l'argent là, on va plutôt le garder après. C'est une décision un peu qu'on a fait avec la production. On a essayé de tenter de mettre le budget de Solid Anime dans le budget du tournage. Si ça avait marché, c'était bon, et ça ne venait pas forcément impacter notre budget VFX. Et ça n'a pas marché, et bon. Je pense que l'adéquation pour que ça marche, et ça finira par marcher, j'en suis persuadé, c'est par rapport à ce que tu as dit. Il faut arriver à optimiser le coût, évidemment, par rapport au marché français, surtout sur la télé. La deuxième chose, si tu dis ça permet d'avoir des données à 90%, est-ce que tu n'aurais pas une solution? Vous ne pourriez pas imaginer que le 90%, c'est le tournage, c'est pour le temps réel, et que vos outils sont capables de faire du 100% après en faisant plus en temps réel, en les faisant fonctionner un peu plus, et qu'à ce moment-là, vous assurez la presta du tournage en prévise pure, vous accumulez vos données, et une semaine après le tournage, ou 15 jours, j'en sais rien, vous nous livrez les plans traqués, mais parfaitement exploitables. C'est-à-dire c'est du 100%, et nous, on ne traque plus rien. Et à ce moment-là, le budget qui est mis sur le tournage pour la solution Solid Anime, elle a vraiment du sens. Parce qu'on va économiser. Sur la Tour Eiffel, il y a eu des plans qui nous ont demandé pas loin de 8 jours de tracking. Très peu, mais il y a un plan où ça a été vraiment galère, parce que c'est un long plan de 40 secondes, où on passe d'un plan large à un plan super serré, où on est sur les têtes des comédiens, il n'y a plus un repère dans le décor, sur le fond vert, et puis on réélargit, la caméra elle tourne comme ça, voilà. Et celui-là, on a eu beaucoup de mal à le passer. Donc c'est vrai que là, ça peut être un moyen de se retrouver ensemble sur les mêmes plateaux. Alors, juste pour anecdote, je ne sais plus quand est-ce qu'on avait fait le devis pour vous, mais ça devait peut-être au moins il y a un an, enfin un peu plus, quoi, puisque le projet, là, vous l'avez sorti. Et c'est vrai qu'à l'époque, on ne proposait pas du tout, nous, de récupérer les données qu'on produisait. Donc, on était axé sur notre techno prévise, on fait de la prévise. Et c'est vrai que c'est suite aux demandes ici, sur le marché français, parce que finalement, chez les anglo-saxons, eux, la prévise, c'est deux phases séparées, donc prévise, ils veulent de la prévise ou ils n'en veulent pas. Et ils ne se posent pas forcément la question de ce qu'il y a derrière. Mais là, effectivement, on est obligé, nous, de proposer plus que simplement de la prévise, puisque même là, on va faire un tournage bientôt en février, donc dans les studios de Brie, sur une série française. Et ils nous ont même dit, à la limite, on fait la prévise les 2-3 premiers jours, et après, on n'a même plus besoin de prévise, enregistrer les données de track. Et c'est ça qui nous intéresse après. Donc voilà, effectivement, on va réadapter notre offre pour faire du tracking. Et effectivement, aujourd'hui, on sait que on-set, on ne peut pas avoir un tracking final, mais on n'est pas loin quand même. Donc on est en train de développer les outils pour faire le tracking final derrière. Bon, super, on va conclure sur cette note positive, sachant que voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous trois.